Et on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette rencontre. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. On va essayer de vous apporter quelques idées, quelques clés, en essayant de répondre à cette question: comment aider les enfants et les adolescents à grandir comme lecteurs. Alors, à mes côtés se trouve donc Bernard Friot. Ensuite, nous avons Dunia Anna et nous avons Stéphanie Hoyos-Gomez. Donc, je vais les présenter dans un deuxième temps. Et je vais commencer en vous noyant avec des chiffres qui ont été rendus publics il y a quelques temps déjà, il y a quelques semaines, pour certains, quelques mois pour d'autres, mais qui ont été rappelés en début de semaine aux assises de la littérature jeunesse qui ont eu lieu lundi. Voilà, puisqu'on entend très régulièrement dire que les jeunes ne lisent pas. Alors, c'est une généralisation qui est un peu fausse. Alors, il y a des moments où les jeunes lisent et des moments où les jeunes arrêtent de lire en général. Bien sûr, c'est pas vrai pour tout le monde. Et donc, Regina Chando, la présidente du Centre national du livre, a rappelé lors des assises que 90% des 7-11 ans lisent dans le cadre de leur loisir. Donc, pour les 7-11 ans, c'est quand même assez satisfaisant. Ils considèrent donc la lecture comme un plaisir, personne ne les oblige à lire, ils le font parce qu'ils le choisissent. En élémentaire, en moyenne, les enfants lisent 6 livres par an, pour leur plaisir. Au lycée, les jeunes n'en lisent plus que 2, toujours pour leur plaisir. On ne parle pas du tout des lectures obligatoires demandées par les professeurs. Et la période du collège, donc, c'est un premier moment de décrochage de la lecture, surtout pour les garçons, plus que pour les filles d'ailleurs. Il a été également rappelé que 17% des jeunes, des élèves fin de collège ne comprennent pas ce qu'ils lisent alors qu'ils savent déchiffrer correctement. Donc ça, c'est une double problématique dans la lecture, évidemment, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, l'acquisition de la lecture en tant qu'exercice correspondance graphie-phonie et comment on met le sens en même temps de ce qu'on lit. Le président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne, lui a indiqué que les moins de 25 ans sont la population qui s'est mise à lire le plus pendant les 2 confinements. Donc il y a de l'espoir quand même quelque part. Se pose une autre question qui est plus sur la qualité de ce qui est lu, où souvent des prescripteurs, des parents, estiment que, en fonction du genre littéraire, ce que lisent les jeunes est plus ou moins valable et peut être considéré plus ou moins comme de la lecture. Donc, essentiellement pour tout ce qui concerne la BD, les mangas, qui sont considérés comme n'étant pas aussi nobles, on va dire, que des romans ou des essais. Et on peut se poser aussi donc cette question qui m'est venue, qui est venue principalement de Bernard Friot quand on discutait pour préparer cette rencontre, qui est, avant d'encourager la lecture chez les jeunes, qui est un peu la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment déjà ne pas la décourager dans un premier temps, et comment créer les conditions chez les enfants pour leur permettre de s'autonomiser en tant que lecteur, leur donner envie eux-mêmes d'aller vers le livre, de choisir son livre, etc., etc. Donc pour en parler, on a Bernard Friot, donc auteur, ancien professeur de lettres, français, je ne sais pas comment on dit lettres, hein. Voilà. Dunia Anna, qui est donc directrice de la bibliothèque actuellement de Blanquefort et qui va partir bientôt à Bacalan, qui a donc une expérience avec principalement les grands, les lycéens. Et nous avons Stéphanie Hoyos-Gomez, qui est éditrice chez les éditions Syros. Voilà. Donc la première partie, peut-être, c'est définir ce que c'est qu'un lecteur. On considère en France qu'on entre dans la lecture quand on a 6-7 ans, CP, CE1, au moment de l'apprentissage systématique de la lecture. Et alors, on s'était demandé avec Stéphanie pourquoi et en quoi cet apprentissage de la lecture est-il un exercice complexe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que cette question, elle m'intéresse bien parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe dans le fait que, au fond, je crois que tous les êtres humains aiment les histoires, hein. On embarque très facilement aussi bien les enfants que les adolescents et même les adultes par une bonne histoire dans laquelle il y a du suspense, du mystère, on a envie de savoir vers où on va. Et pourtant, en effet, l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose de très difficile. Pour beaucoup d'enfants et d'adolescents, lire un livre, c'est un effort et même parfois un peu une crainte. Et il y a, je crois, aux alentours de 10%
des gens en France de plus de 15 ans qui sont considérés comme illettrés, c'est-à-dire qu'ils ont appris à lire, mais que pour autant, lire un texte un peu long, mettons au-delà de 20 lignes, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et en tout cas, d'y prendre du sens, c'est vraiment difficile. Et alors, la bonne nouvelle, je trouve, c'est qu'on a beaucoup progressé ces dernières années sur ces questions grâce à l'apport des neurosciences. Et je trouve ça assez passionnant que les neurosciences qui auscultent notre cerveau arrivent à expliquer pourquoi c'est si difficile d'apprendre à lire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de zone dans le cerveau qui soit prédestinée à l'apprentissage de la lecture. Il n'y a pas de zone dont il suffirait d'activer les neurones, comme c'est le cas pour d'autres fonctions cognitives, pour être capable de lire. Et au fond, là-dessus, notre cerveau, il n'a pas beaucoup bougé depuis 5000 ans, depuis l'invention de l'écriture. Donc, notre cerveau ne sait pas reconnaître d'emblée les lettres. Il n'y a pas de zone prévue pour ça. Et c'est finalement une zone du cortex visuel qui se situe dans l'hémisphère gauche, là, tout en bas du crâne, qui est à l'origine destinée à la reconnaissance des visages, des objets et aussi des lieux, qui va, quand on apprend à lire, se spécialiser dans la reconnaissance des lettres et des mots. Du coup, comme il faut quand même bien continuer de savoir reconnaître les visages, les objets et les lieux, cette fonction-là, elle va être déléguée à une autre partie du cerveau qui se trouve, elle, dans l'hémisphère droit. Donc en fait, quand on doit apprendre à lire, quand on commence à lire, on fait quand même rien d'autre que carrément restructurer, modifier notre cerveau. Au point que si on fait une IRM d'un lecteur, de quelqu'un qui sait lire et d'une personne analphabète, l'IRM peut dire tout de suite qui sait lire, qui est analphabète, parce que ça se voit dans le cerveau, la structure du cerveau est modifiée. Et puis, en plus de ça, il va falloir que cette aire visuelle, qui nous permet de savoir de reconnaître la lettre A, de reconnaître la lettre B, elle se connecte aux aires du langage parlé, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de reconnaître la lettre, il faut encore savoir que cette lettre B, elle se prononce B. Il faut encore savoir que quand on a les lettres du mot avion, A-V-I-O-N, il faut savoir les assembler et ensuite donner du sens aux mots. Donc en fait, lire, c'est quand même très compliqué parce qu'il faut arriver à ce que soit intercorrélé comme ça l'aire visuelle, l'aire auditive, l'aire cognitive, et en plus faire ça à toute allure pour arriver à faire ce qu'on fait maintenant sans penser quand on est lecteur expert, lire. Voilà. Pour devenir lecteur expert, il faut entre 4 et 5 ans. Voilà. C'est vraiment très long. Et alors, moi, ça m'apporte beaucoup de savoir ça, parce que avant de travailler aux éditions Cyrose, donc en littérature de jeunesse, j'ai travaillé chez Bordas comme éditrice scolaire pour des manuels destinés à l'école primaire, notamment des méthodes des lectures. Donc j'ai rencontré beaucoup d'enseignants à l'école primaire qui me disaient toujours c'est quand même vraiment une angoisse cette année du CP où il y a des enfants qui arrivent assez vite, d'autres qui vont mettre beaucoup de temps, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression de rabâcher, ça ne vient pas. Mais il faut avoir confiance parce que tout à coup ça vient. Parfois il y a une bascule comme ça qui se fait très très vite. Alors j'imagine que c'est lié à ce que j'expliquais, que quand tout est en place, voilà, ça y est, c'est bon. Et donc moi je suis heureuse de savoir ça parce que je trouve que on a envie de se dire du coup, on a envie d'exhorter, je trouve, tous ceux qui s'occupent d'enfants en situation d'apprendre à lire vraiment à la bienveillance et à la patience, parce que c'est hyper difficile, on demande quand même un peu un exploit aux enfants. Et donc il y a moyen de dire, c'est difficile, tu vois, t'as du mal, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est normal, mais en même temps tu vas y arriver, ça c'est obligé, parce que tout le monde y arrive, et que vraiment ça va être super. Donc être tout le temps comme ça, je trouve, dans le positif et la bienveillance, c'est vraiment très important. On peut peut-être se demander aussi, j'ai pas un avis ferme, mais si on ne devrait pas apprendre à lire, ou en tout cas à faire le lien entre les graphèmes, les lettres et les combinaisons de lettres, et les phonèmes un peu plus tôt qu'au CP. Je ne sais pas s'il faut tout porter comme ça sur le CP. On a une année ou un peu plus avec le CE1 pour réussir, et c'est quand même assez angoissant pour tout le monde. Et peut-être que quand le cerveau est encore très malléable, eh ben, il y aurait intérêt à s'y mettre un peu plus vite. Ça, ce serait vraiment à discuter avec les enseignants. Et puis là, je vais dire une banalité absolue, mais quand même, ça me porte vraiment à dire ça, ce savoir que nous avons sur le cerveau maintenant. Je crois que c'est hyper important
de lire des livres aux enfants très tôt, bien avant qu'ils soient lecteurs. Parce que cet apprentissage est très difficile, comme je le disais, et pour qu'un apprentissage se fasse bien, eh bien, il faut qu'il se fasse dans la confiance, et même si possible dans le plaisir. Or, un enfant à qui on lit une histoire, il va vivre un voyage émotionnel incroyable, déjà parce que par l'histoire elle-même, parce qu'elle porte, par les émotions que ça va révéler ou déclencher chez lui, et puis parce que aussi, c'est pas toutes les 5 minutes que son parent prend du temps par rapport à toutes les contraintes de la vie qui font que les adultes d'aujourd'hui sont toujours très bousculés, avec plein de contraintes. Donc un adulte vous donne du temps autour de quelque chose qui n'est pas totalement obligatoire, mais qui peut-être devrait l'être. Et en plus, avec lui, l'enfant, il va partager des émotions, parce que l'idéal, c'est non pas de lire une histoire à l'enfant, mais de la lire avec l'enfant, d'être ensemble autour de l'histoire, de partager des émotions, de pouvoir en discuter, de revenir sur ce qui a été lu, de trembler, de rire ensemble. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment important pour mettre émotionnellement en confiance et pour que le livre ne soit plus quelque chose qui fait peur, mais au contraire vraiment quelque chose qui fasse envie, et que la lecture, ça devienne presque un pouvoir magique qu'on a envie d'acquérir. Et puis, en plus de ça, je crois que quand on a la chance, enfant, qu'on vous lise beaucoup d'histoires, eh bien, il y a déjà quelque chose qui se met en place d'un premier rapport à la lecture lue, parce que un enfant à qui on lit beaucoup d'histoires, eh bien, il va se rendre compte qu'il y a une correspondance immuable finalement entre ce qui est écrit et ce qui est dit. L'adulte, il va répéter toujours la même chose. Il va se rendre compte aussi, peut-être, que la parole, c'est pas comme ça un flux verbal ininterrompu, continu, mais au fond, elle est structurée, elle est morcelée en phrases qui elles-mêmes sont séparées en mots, et ça, c'est déjà très lisible, en fait, à l'écrit. Donc moi, j'ai l'impression que lire un enfant qui ne sait pas lire encore, lui lire des livres, ça l'amène déjà peut-être à une première conscience graphophonique qui prépare totalement après l'apprentissage. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je vais revenir sur 2 points, si vous permettez. Alors, le premier, où je vais un peu sortir de mon rôle de médiatrice, mais j'étais enseignante, il se trouve, avant en maternelle, principalement CP-CE1. Donc, je pense que je peux donner quelques éléments de réponse sur la graphophonologie, justement, qui commence en fait à être travaillée dès la petite section, où on travaille les gestes graphiques et où on travaille la phonologie avec les comptines, avec les rimes, avec les chansons, avec la poésie, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui se met en place sur l'ensemble du cycle 1. Et alors, sinon, je voulais revenir sur tout ce que vous avez dit sur les neurosciences, pardon, qui donc, d'après ce que vous expliquez, pointe le moment où on devient lecteur, justement, au moment où toutes ces zones cérébrales se mettent à travailler ensemble. Alors, moi, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'un enfant peut être lecteur avant de savoir faire toutes ces opérations. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'à 2-3 ans, un enfant lit un livre, par exemple un livre sans texte, un livre d'images, un album, est-ce qu'il est lecteur ou pas? Bernard Friot peut-être, ou vous souhaitez répondre? C'est tout l'ambiguïté du mot lire. Je veux dire, si lire c'est déchiffrer, si lire c'est comprendre une histoire, c'est pas la même chose. Si lire, c'est avoir une pratique de lecteur autonome. C'est un mot qui est extrêmement piège. Quand vous écoutez une histoire, que vous ayez 5 ans ou que vous ayez 25 ans, vous faites toute une partie du travail de compréhension du texte qui est nécessaire. Alors que, vous l'avez vous-même dit, on peut déchiffrer un texte sans le comprendre. Donc c'est pas lire, déchiffrer. Et actuellement, les injonctions du ministère, c'est justement d'accentuer sur le déchiffrage. Le déchiffrage, on fait lire aux enfants des mots qui n'existent pas, pour être sûr qu'ils déchiffrent. Et rien ne garantit qu'on va passer du déchiffrage à la compréhension. Et même si on comprend des textes, on est lecteur, mais comment, on va dire,
parce qu'il y a aussi des injonctions sur la lecture qui font que, je pense à ce gamin de 6e qui, au début d'une rencontre, avant même que j'ai eu le temps de dire bonjour aux élèves, me dit « Moi, de toute façon, je lis pas, je lis que des BD. » Là, c'était encore un autre sens du mot. Ici, il me le disait avec cette agressivité. C'était qu'il s'attendait encore une fois à entendre des discours sur la lecture qui le mettaient en infériorité. Donc, il se défendait comme ça. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on parle de bébé lecteur. Quand on est à 3 ans, on est bébé lecteur et on devient non lecteur au CP. Étonnant. Et puis, on peut être un très bon lecteur au sens de très bon déchiffreur et même très bon compreneur de texte et dire « Non, moi je ne suis pas lecteur parce qu'on ne fréquente pas une bibliothèque, parce qu'on ne lit pas de romans, etc. etc. » Donc, voilà, je dis juste ça, c'est extrêmement piège. Donc moi, je préfère dire qu'on est tous lecteurs. Il y a un livre formidable que certains sans doute ont lu, mais ceux qui ne l'ont pas lu, vous devez le lire. Je vous conseille de le lire, vous ne devez rien, je vous le conseille. C'est « Comment parler des livres que je n'ai pas lus » de Pierre Bayard, aux éditions de Minuit. Un livre qui se lit en plus comme un roman et qui vraiment vous donne une autre vision de la lecture. Alors, dire qu'on est tous lecteurs, ça veut dire qu'on est tous dans un monde qui est géré par l'écrit. Même quand vous êtes analphabète, vous obéissez à des lois écrites. Et même quand vous êtes analphabète, vous avez accès indirectement à des tas de textes. Et c'est Pierre Bayard qui nous fait remarquer que, d'abord, on est non lecteur de l'immense majorité des livres, parce que même si on lit un livre par jour, on arrivera à n'en lire que 0,01% de la production, mais que aussi on oublie beaucoup des livres qu'on a lus, mais le paradoxe c'est qu'on connaît aussi des livres qu'on n'a pas lus. Très bien. Moi je dis toujours, je n'ai pas lu Don Quichotte, mais je connais mieux Don Quichotte que beaucoup de livres que j'ai lus et que j'ai complètement oubliés. Don Quichotte, Sancho Panza, Ducinet, Les Moulins à Vent, etc., etc. Tout ça, c'est les livres qu'on a lus indirectement, comme il le raconte. Donc, je trouve plus positif, plus facile aussi, si on part de cette idée qu'on est tous lecteurs. On est des lecteurs différents, on a des approches différentes du texte, mais il n'y a pas cette barrière entre lecteur et non-lecteur. Barrière qui est construite culturellement, et moi ça me fait mal quand j'entends un gamin me dire « moi je suis non-lecteur ». Parce que s'il se sent comme non-lecteur, c'est qu'on a construit des discours qui l'excluent. Alors, je vous donne une image, moi je vais dire que je ne suis pas sportif du tout. Et pourtant j'ai une activité physique. Mais j'ai cette image du sport, que c'est un sport, on pratique un sport déterminé, d'une certaine façon, etc., etc. Et que même si je marche 10 km par jour, ce qui est ma moyenne, je ne suis pas sportif parce que je ne pratique pas un sport reconnu, estampillé comme tel. Et ça m'a fait comprendre, je veux dire, l'auto-exclusion de lecteurs qui se croient non-lecteurs parce qu'on leur fait comprendre qu'ils sont non-lecteurs. Est-ce que Dounia, vous avez des jeunes qui viennent dans votre médiathèque et qui se présentent comme ça en disant qu'ils sont non-lecteurs parce qu'ils ne lisent pas de romans, ce genre de choses? Enfin, quand ils viennent à la médiathèque et qu'ils disent qu'ils ne sont pas lecteurs, généralement, ils viennent chercher un livre qu'ils doivent lire pour l'école. Le mardi pour le mercredi, souvent. Mais sinon, on entend plutôt ce genre de discours quand on va dans les écoles et qu'on va pour monter des projets auprès de classes où là, en fait, ils n'ont pas forcément choisi
d'être là, mais on a monté le projet avec les profs, et du coup, au début du projet, on a ces échanges et ces discussions, et on en a... La plupart des projets qu'on a montés ont été montés avec des lycées professionnels ou les CFA, donc forcément, on a à des moments des personnes qui ne sont pas avec toi. Alors, puisque il y a énormément de gens dans la salle qui sont en formation, je me dis que ça peut peut-être être le moment où vous nous parlez de quelques-uns de ces projets que vous avez pu monter avec, à destination donc, des lycéens ou apprentis, et puis voir ceux qui ont fonctionné, c'est-à-dire ceux qui... Enfin, c'est-à-dire, en tout cas selon moi, si ça fonctionne, c'est que ça remporte l'adhésion des personnes qui s'impliquent dans le projet, et notamment des étudiants. Mais peut-être que c'est pas une raison suffisante. Et puis aussi ceux qui n'ont pas fonctionné et pourquoi ils n'ont pas fonctionné, si c'est pas pérennisé pour des raisons qualitatives, on va dire. Alors, je vais expliquer un petit peu. La ville de Blanquefort, en fait, est une ville de la métropole de Bordeaux qui a 16 000 habitants, mais il y a quand même 5 lycées sur cette commune. Un lycée général, un lycée agricole, un lycée des métiers, un lycée hôtelier et un CFA agricole. Donc c'est une ville en semaine avec des internes, il y a beaucoup de jeunes qui sont là toute la semaine. Et quand je suis arrivée à Blanquefort, il y avait déjà un travail qui était mené avec le lycée hôtelier, donc de classes qui venaient pour choisir des romans et ensuite qui venaient reparler des romans qu'elles avaient lus. Il y avait pas mal de filles dans mon souvenir, mais voilà. Donc on a eu envie de mener un projet qui fédérait tous ces lycées. Et on est parti sur l'idée d'un prix des lecteurs et des lycéens et des apprentis de la ville de Blanquefort. Donc on a contacté les lycées et la première année on avait à peu près une classe par lycée qui participait. On l'a fait pendant 5 ans. Pardon, juste pour bien comprendre, le prix, donc c'est vous les bibliothécaires? C'était nous les bibliothécaires qui choisissions. Donc ça déjà c'était une première difficulté. Quel livre choisir? Qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on choisit que des livres de la littérature, ce qu'on appelle young adulte aujourd'hui, des livres jeunesse? Est-ce qu'on met aussi des livres adultes? Savoir qu'on avait des élèves justement, enfin des jeunes qui lisaient, qui pouvaient être en première littéraire et d'autres qui étaient en lycée agricole. Enfin voilà, tout ce choix-là déjà c'était bien compliqué. Alors qu'est-ce que vous avez décidé? Non, mais on l'a mené, mais on allait plus vers de la littérature jeunesse, puisque l'idée était aussi de leur faire découvrir des choses qui n'étaient pas prescrites dans le cadre de l'école. Et là, on s'est confronté à une difficulté avec le lycée général, qui estime, je ne vais pas faire de grosses caricatures, mais en tout cas qui estimait, et même parfois des élèves, que c'était un peu trop facile pour eux. Donc voilà, il y avait ça a été quand même quelque chose d'assez compliqué. Et du coup, on a des lycées qui ont abandonné aussi. Le lycée général, par exemple, avait abandonné ce prix-là. Donc petit à petit, on a alterné entre une année c'était des romans, une année c'était de la bande dessinée, avec un vote. On peut penser ce qu'on veut des prix. On était parti sur cette idée-là, et une rencontre à la fin de l'auteur qui avait gagné. Bon, je pense que sur la longueur, ça n'a pas fonctionné comme on aurait souhaité, parce que c'est des projets qui ont besoin d'être accompagnés et d'être menés. Dans l'année, on allait discuter avec les élèves des livres. L'idée, c'était quand même de discuter avec eux de ce qu'ils avaient aimé, de ce qu'ils n'avaient pas aimé, pourquoi ils avaient aimé. Ça s'est un peu épuisé sur la longueur, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé peut-être avec 2 lycées à la fin qui participaient. Et ça manquait un peu, il y avait un peu d'épuisement. Alors il faut dire qu'on travaille toujours avec un peu les mêmes profs aussi, c'est toujours les mêmes personnes qui sont un petit peu motivées. Donc on a souhaité arrêter en se disant que quitte à mettre de l'énergie dans des projets, il valait mieux en construire des plus poussés, avec une seule classe, et avec plus de temps de rencontre entre les élèves et les auteurs. Voilà.
parce que moi je pense quand même que dans les projets qu'on mène avec les lycées, quand il y a de la lecture, ce qui est important, c'est qu'il y ait des temps de rencontre avec les auteurs ou avec d'autres personnes qui vont venir travailler le texte avec eux. Par exemple, après, on a mené un projet autour de la collection d'une seule voix chez Actes Sud, qui sont des textes assez courts, destinés à être lus à haute voix. Et là, donc, on a proposé 4 romans de cette collection que la classe a lus. Donc ça, c'était avec le CFA, donc le Centre des apprentis agricole. Donc les bouquins ont été lus. Ils ont choisi celui qu'ils préféraient sur les 4 livres. Et sur la deuxième partie de l'année, il y a une personne qui est intervenue, Édouard Saint-Luce, et qui est venu les aider, qui est slammer entre autres, et donc qui a fait un travail de mise en voix. Et c'est un projet qui a duré sur plusieurs mois. Donc évidemment, c'est des projets qu'on monte bien une année avant pour avoir des finances, demander des subventions, parce que ça a un coût de faire intervenir une personne. Mais en tout cas, là, sur ces projets-là, quand la personne vient plusieurs fois, quand il y a du temps pour parler des livres à plusieurs reprises, que les gens commencent à se connaître, là, on arrive à faire des choses qui sont intéressantes, je trouve. Merci. Alors, du coup, vous parliez de ce premier prix où vous proposiez de la littérature jeunesse dans la sélection. Donc, je suppose que c'était des sélections de romans qu'on appelle young adult. Oui. Et donc, on va voir peut-être avec Stéphanie un petit peu quelques collections comme ça que propose notamment Syros, qui sont destinées à des tranches d'âge assez précises, mais qui bien sûr peuvent être lues par qui le souhaite. Par exemple, moi je ne lis quasiment que de la littérature jeunesse depuis 12 ans. Je ne lis quasiment plus de littérature générale, j'ai pas le temps, il y a beaucoup trop de titres en jeunesse et c'est tellement riche que voilà. Et je n'en ai pas honte. Et je suppose que des ados qui auraient envie de lire un texte qui ne leur est pas absolument destiné au départ par l'éditeur auraient bien raison de faire la même chose, tout comme des plus jeunes pourraient lire un texte qui est destiné plutôt à un collégien. Voilà. Donc chez Syros, il y a plusieurs collections qui ont été prévues et qui ont été lancées. La dernière, la plus récente, je crois, c'est Ose. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi le secteur des 8-12 ans est un secteur où les éditeurs sont attendus, parce que autant la littérature album, etc., pour les plus jeunes est extrêmement riche, autant la littérature young adulte a eu des gros moments de médiatisation, même si on parle peu de la littérature jeunesse, mais il y a eu beaucoup de mise en avant de cette nouvelle forme de littérature depuis Harry Potter, et le créneau des 8-12 était un peu perdu entre les deux, donc comment vous avez trouvé votre place? Oui, les éditions Syros, c'est une maison d'édition déjà un peu ancienne, hein, elle a plus de 35 ans. Une des premières collections de Syros, c'était la collection Souris Noire, une collection de polars pour les jeunes. C'était la première, je crois, à l'époque. Elle existe encore, d'ailleurs. Et depuis toujours, les éditions Syros sont assez ouvertes à toutes sortes d'influences. Donc on fait du polar depuis l'origine de la maison d'édition, de la science-fiction, du théâtre, du conte de tradition orale, de la littérature générale. Et c'est sûr que la tranche d'âge des 8-12 ans, c'est une tranche d'âge très importante, hein. C'est un âge où on croit déjà plus au Père Noël, j'ai envie de dire, mais en même temps on a toujours autant envie de s'évader de son quotidien, d'être dans l'imaginaire, de vivre des aventures incroyables. Donc on a plusieurs collections, nous, sur cette tranche d'âge-là, notamment toutes les collections Mini Syros, qui sont en fait assez anciennes. J'en ai juste amené là pour que ça devienne un petit peu plus concret. Les Mini Syros, c'est des petits livres comme ça de 48 pages, donc très très peu de signes, avec différents genres littéraires. Et les premiers textes de la Souris Noire d'origine sont maintenant dans la collection Mini Syros Polar, avec aussi évidemment des nouveautés. Voilà.
Donc on a à la fois ces collections-là, et puis on a lancé, alors elle est toute récente, il y a 1 an et demi, la collection Ose, dont vous parliez. Alors là, c'est du grand format, des textes un petit peu plus conséquents, pour les 8-12 ans aussi. Alors on trouvait qu'en fait, c'est vraiment une collection, celle-là, Ose, OZ, qui va faire la part belle à l'imaginaire. On trouvait que nos collections étaient un peu ancrées dans le réel, que ce soit le polar, la littérature générale. Donc là, on a vraiment décidé d'aller vers autre chose. Ose, c'est un clin d'œil au magicien d'Oz. Et puis aussi, on a beaucoup joué avec le slogan « Ose lire, tu vas adorer. Ose lire, ça va être sympa. Tu vas te laisser embarquer dans des aventures. » Donc la définition de la collection, elle est assez large parce que finalement, c'est tous les rêves des enfants, des plus simples aux plus fous qui pourront s'y incarner. Mais ce qui nous importe beaucoup chez Sirose, parce qu'on ne fait pas du tout de commande à des auteurs, on a vraiment envie que l'envie d'écrire, elle vienne de l'auteur, que ce soit une démarche complètement sincère, d'avoir des choses en soi et de les transmettre. Ce qui compte pour nous, c'est avant tout des histoires qu'on n'oublie pas, des histoires fortes, peut-être des histoires qui résistent un petit peu aussi, qui livrent pas tout de suite, qui gardent une part de mystère, en tout cas qui prêtent de l'intelligence au lecteur, qui le laisse aussi s'activer lui quand il lit. Et puis évidemment des écritures singulières. Donc du coup ça donne toutes sortes de choses, mais pour vous parler peut-être de celui-là que j'ai en main, qui s'appelle Grand appartement bizarre de Nathalie Stragier. C'est une histoire que je trouve intéressante de proposer dans notre monde d'aujourd'hui parce que elle imagine l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel, qui a perdu ses parents quand il avait 7-8 ans, et là il est en classe de 5e. Et depuis lors, il est élevé, en fait, il vit seul avec sa nounou, avec la nounou qui s'occupait de lui quand il était petit, dans le grand appartement qui donne son titre au livre, que lui ont légué ses parents. Sauf que ça fait quelques années maintenant qu'il n'y a aucun argent qui rentre et que ce grand appartement, il devient trop grand pour eux deux, c'est plus possible de le garder financièrement parlant. Donc la nounou Domi, elle a l'intention de le vendre. Mais c'est tout ce qui lui reste de ses parents à Gabriel, donc ça, pour lui, c'est totalement inacceptable, il fait une crise d'angoisse terrible. Et finalement, il va avoir cette idée, puisqu'il y a 4 ou 5 chambres, de proposer à d'autres familles de venir vivre avec eux. C'est un rêve d'enfant, ça, parce que ça n'existe pas quand même dans la réalité de proposer aux familles de ses copains de venir vivre pour de bon à la maison. Voilà. Donc il va proposer ça à Félix. Lui, c'est un garçon qui vit avec son père et son grand frère. Le grand frère en apprentissage, le papa est au chômage depuis longtemps. Ils viennent d'être mis à la porte de l'appartement qu'ils louaient parce que c'est la fin de la trêve hivernale. Donc ils vont de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel tous les soirs et franchement, c'est pas très facile même d'avoir du temps disponible pour trouver un travail quand ça se passe comme ça. Donc eux, ça pourrait être des gens qui viennent emménager avec Gabriel. Et puis il va proposer ça à Charlène. Elle a une maman qui est urgentiste, qui est hyper investie dans son boulot, mais qui passe du coup presque ses journées, ses nuits aussi à l'hôpital. Elles sont 4 filles. Et Charline va se retrouver beaucoup à s'occuper toute seule de ses sœurs, à avoir une grosse responsabilité. Et alors ça paraît impossible de vivre tous ensemble parce que c'est des familles qui n'ont absolument rien à voir entre elles, qui sont hyper différentes. Et d'un autre côté, après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ne plus jamais se sentir seul, avoir cette responsabilité écrasante de ses petites sœurs dans le cas de Charline, alors qu'il y a Domi qui adore les enfants, puisque c'était sa vocation première, elle est nounou. Pourquoi pas s'entraider, pourquoi pas tenter le pari. Voilà, c'est le sujet. Et je trouve qu'après cette énorme période de confinement, où on a chacun été replié chez soi, et puis nos vies, elles font qu'on est peut-être de plus en plus recroquevillés chez nous, dans un réflexe un peu individualiste comme ça. Je trouve que ça fait du bien de réfléchir à d'autres modes de vie. C'est par ailleurs un livre plein d'humour et très, très gai. Alors là, vous nous avez parlé du fond, mais si on s'intéresse un peu au côté formel des collections pour les 8-12, qui quand même sont revenus en force ces dernières années, comment on fait pour convaincre un prescripteur, on va dire, sur une couverture, parce qu'entre 8 et 12 ans, rares sont les enfants qui ont les sous, le porte-monnaie, qui entrent chez le libraire et choisissent tout seuls leurs livres. Donc on s'adresse aux parents, aux bibliothécaires, aux enseignants. Voilà. Et qu'est-ce qui, d'un point de vue formel, aide le lecteur à entrer dans l'histoire ? Qu'est-ce qui peut donner envie
aux enseignants et prescripteurs de choisir ce titre, ou cette collection, hein, pas forcément ce titre, mais cette collection? Est-ce qu'il y a des illustrations, des interlignages particuliers? Ben, si on avait toutes les recettes pour faire une bonne couverture, notre vie serait grandement facilitée. Franchement, on les a pas et on ne cesse d'échanger entre nous pour prendre une décision et savoir vers quoi il faut aller. En tout cas, pour Ose, on a un peu travaillé la maquette intérieure dans l'idée de faciliter la tâche au lecteur, justement. C'est une maquette intérieure hyper aérée, avec une typo, vous pouvez pas voir de là, mais une typographie bâton, c'est-à-dire avec des lettres sans empattement, qui sont plus faciles à lire, notamment pour par exemple les enfants dyslexiques. Et on s'est dit que déjà ce serait plus facile pour les enfants dyslexiques, mais finalement peut-être aussi pour tous les autres. Donc on leur a facilité la tâche comme ça. Les illustrations, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas du tout. C'est un peu la spécificité de ces mini-cirrhoses qui sont pourtant à lire dès 8 ans. Il n'y en a pas du tout, donc c'est au lecteur de se faire comme un grand ses propres images. Mais c'est ce qui fait aussi que ces textes qui sont lisibles dès 8 ans, mais qui en même temps ne sont pas du tout bébés, je trouve, qui sont vraiment à double entente, qui peuvent être lus avec beaucoup de plaisir par des adultes, sont aussi du coup étudiés pas mal au début du collège. Certains d'entre eux viennent de rentrer par exemple dans le défi Babelio pour les Ulysses et les SECPA. Parce que du coup, on n'a pas l'impression forcément d'être dans un livre pour les petits. Voilà. Donc ça peut se partager. D'accord, merci. Si on ouvre encore davantage le débat en préparant la rencontre, Bernard Friot, vous m'avez parlé d'autres pays. Vous m'avez parlé de l'Italie, vous m'avez parlé de l'Allemagne, et vous m'avez notamment dit que là où l'Italie éduque à la lecture, la France, elle, promeut le livre. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi cette nuance, si on peut appeler ça une nuance, ou cette différence, qu'est-ce qu'elle génère, cette différence déjà, et en quoi elle est importante? Chez nous, c'est presque automatique. Là, on vient de parler de livre, hein. Alors que le titre, il y a le mot lecteur. Et si on déplace son regard vers les lecteurs, on entend vraiment des choses complètement différentes. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, on consacre énormément d'argent à promouvoir le livre. C'est le Centre national du livre, pas de la lecture. En Italie, ça s'appelle Centro Nazionale della Lettura. C'est déjà pas la même chose. En Allemagne, on parle de Leseförderung, ce qui veut dire promotion de la lecture. On a des centres régionaux du livre, ou des agences régionales du livre. On a des salons du livre, etc., etc. Et c'est-à-dire, mais ça c'est valable pour l'ensemble de la politique culturelle, on a pensé que plus il y aurait d'offres, et plus il y aurait de demandes. Or, on sait depuis plus de 20 ans que c'est faux. Je veux dire, le fait d'avoir doublé le budget de la culture sous langue, ça n'a pas amené un spectateur de plus, pas un lecteur de plus. Ça a juste amené beaucoup plus de comédiens, beaucoup plus de professionnels de la culture. Donc, il serait temps de changer d'axe et de s'intéresser plus aux lecteurs, à tous les lecteurs, puisqu'on est tous lecteurs, c'est mon a priori. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, ça veut dire qu'un livre n'a pas de valeur en soi. Il n'y a pas de bons livres et de mauvais livres de manière générale. Chaque livre donne lieu à une lecture qui est particulière et qui est différente. Et le livre n'est qu'une des composantes de la lecture. Parce que ce qui est tout aussi important, c'est le contexte. Le contexte est aussi important que le texte. Et le contexte, par exemple, c'est pourquoi on lit, à quel moment on lit, pour quelle raison on lit, mais aussi avec qui on lit, d'où vient le livre, qu'est-ce qu'il représente, etc. Moi, je passe énormément de temps à échanger
avec des enfants, des adolescents, des adultes aussi, sur leur pratique de lecture. Et j'avoue, j'ai complètement changé mon regard. En particulier des rencontres où je demande aux enfants, aux adolescents d'apporter un texte qui a été important pour eux. Je dis bien un texte, je précise que ça peut être un livre, que ça peut être une revue, que ça peut être une poésie, un article de journal, etc. Une fois, c'était un catalogue. Je vous donne par exemple cet exemple. Ça vous fait vraiment comprendre les choses. Un enfant apporte un catalogue d'articles pour la pêche lors d'une de ces réunions. Mon a priori, c'est évidemment qu'il apporte ça parce qu'il n'a rien d'autre. Mais j'en sais rien, en fait. N'oubliez pas qu'il n'y a que 5% de foyers où il n'y a pas de livre. Combien de fois j'entends, quand je propose ce genre de rencontre, oui, mais dans ces familles-là, on ne lit pas. Sur les 800 gamins adolescents que j'ai rencontrés, il y en a 2 qui n'ont rien apporté. Et encore parce qu'ils avaient oublié. Ils pouvaient tout à fait me citer le texte qu'ils voulaient apporter. Donc ce gamin apporte un catalogue d'articles de pêche. La première question que je pose toujours, c'est d'où ça vient. Parce que c'est toujours intéressant. D'où ça vient, comment il l'a rencontré, etc. Et comme par hasard, je vais dire, dans 99% des cas, ce qu'ils apportent, le texte qu'ils apportent, vient de la famille. C'est rarissime qu'ils viennent de l'école ou de la bibliothèque, dans ces hôtels. Alors le gamin, il me regarde d'un air désespéré, il me dit, du magasin d'articles pour la pêche, évidemment. Et comme c'était ma première question générale, ok, je savais plus trop quoi dire, alors je dis, tu peux montrer ce catalogue? J'ouvre le catalogue, la première chose que je vois, c'était que c'était une mise en page de qualité, un bel objet, avec évidemment tous les hameçons, les types de cages, de cannes à pêche, de moulinets, de tout ce que vous voulez sur la pêche, plein d'articles que je ne connaissais absolument pas. Et puis il y avait aussi des photos noires et blancs, purement décoratives, si je puis dire, qui ne donnaient pas d'informations. Et je lui demande, mais il y a une page que tu préfères? Il me reprend le catalogue, il ouvre tout de suite à une page représentant une photo noir et blanc sur laquelle on voyait une barque sur un étang avec 2 personnages vus de dos, un adulte et un enfant. Et sans que je lui dise rien du tout, il me dit, oui, parce que là, j'imagine, c'est le grand-père avec son petit-fils, ils vont à la pêche, ils vont pêcher ça, etc. Et je me rends compte que ce gamin, il lit ce catalogue comme un album. Il s'invente des histoires. Et après, quand je lui ai posé des questions sur tel ou tel mot que je ne connaissais pas, il pouvait me répondre. C'était aussi un documentaire. Et en plus, quand je lui ai demandé pourquoi il m'a apporté ce catalogue, la première réponse était parce que je vais à la pêche avec mon père tous les samedis. Et ce que je supposais s'est confirmé après quand j'ai interrogé l'instituteur. Les parents étaient séparés, il voyait son père le samedi, etc. Et voilà, c'est tout ce que représentait ce catalogue. C'est-à-dire que je ne peux pas juger de la qualité d'une lecture seulement sur le support. À l'inverse, un élève de 3e à qui on fait lire Madame Bovary, sachant qu'il va devoir répondre à des questions à la fin, je veux dire, s'il est intelligent, il ne lit pas Madame Bovary, il lit la fiche sur Wikipédia et ça lui suffira bien. Il aura même plus de chances d'obtenir les bonnes réponses. Donc voilà, c'est la lecture qui fait la qualité du texte. Ce n'est pas le texte en lui-même, donc c'est le lecteur. Donc c'est pour ça que le lecteur, il est central. Et on devrait passer plus de temps à écouter les lecteurs. Une dernière chose, je viens de participer à un projet en Italie. J'ai fait 26 rencontres à distance avec 26 groupes, classes différents de primaire et collège, où j'ai interrogé les enfants sur leur pratique de lecture. Et l'idée, c'était, avec une association, de faire émerger des projets, mais de la parole des enfants. Eh bien, par exemple, j'aurais posé la question, comment vous faites quand vous avez une difficulté de lecture? Mais il y a tellement de réponses et tellement de stratégies, mais on se dit, mais la réponse, elle est là.
plutôt que d'apporter nos défis lecture, nos prix, nos compétitions, etc., etc., écoutons-les. Hein, écoutons-les, par exemple, comment ils font pour choisir un livre. Quelles sont les personnes qui les accompagnent dans la lecture? Vous leur posez cette question. Il n'y en a pas un qui vous parle d'un enseignant, et je suis désolé, très rarement d'une bibliothèque. Et pourtant, les bibliothécaires étaient associés au projet. Mais ils vont parler avant tout des personnes de leur entourage. Par exemple, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué lors d'une précédente enquête que j'ai faite il y a 30 ans auprès de 49 adolescents que j'ai interrogés sur des formats longs, c'est-à-dire des interviews entre une demi-heure et 1 heure. Et ce qui était caractéristique, c'était ceux qui avaient une forte pratique personnelle de lecture avaient tous un mentor de lecture. C'est-à-dire une personne plus âgée de leur entourage, dans des configurations extrêmement différentes, qui les accompagne dans la lecture. Alors tout ça, ça nous fait voir les choses différemment. Par exemple, moi j'essaye toujours de faire des rencontres avec des classes de niveaux différents. Par exemple, faire une rencontre avec des 4e et des CM2. Parce qu'il va se passer énormément de choses entre eux. Les 4e parlent des livres qu'ils lisent, etc. Et ça donne des perspectives de lecture aux plus jeunes lecteurs. Et ils sont aussi extrêmement heureux, les 4e, de retrouver des livres qu'ils ont lus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il me semble aujourd'hui plus intéressant, enfin plus urgent. C'est important, des livres, on en a des magnifiques. La production de livres, elle est assurée. Il y a même une surproduction de livres. Ce qu'il faut qu'on produise, c'est des lecteurs. Voilà. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on les accompagne, et pour ça, il faut qu'on les écoute et qu'on dialogue avec eux et qu'on ne pense pas à leur place. Et la première chose, c'est de reconnaître les pratiques de lecture qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus diversifiées qu'on croit. Je pourrais vous raconter des dizaines et des dizaines d'histoires, de stratégies familiales, de lecture, de transmission de la lecture, qui sont parfois étonnantes, ébouriffantes et imprévisibles, mais qui fonctionnent parce que, non pas de manière générale, mais qui fonctionnent auprès d'enfants parce que c'est de la transmission de personne à personne. L'idée de la transmission, c'est fondamental dans la lecture. Et d'où l'idée de grandir avec les livres. Les enfants, ils ont envie de grandir. Et il faut qu'ils comprennent que les livres, ça peut les aider à grandir. Et d'ailleurs, c'est une des grandes demandes. C'est un des grands points aussi que je constate dans ces rencontres, c'est que les gamins, ils veulent se projeter. Donc c'est important qu'on leur présente des livres qui les attendent. Combien de gamins, par exemple, m'ont dit qu'ils avaient choisi un livre gros, épais comme ça? Je pense à un gamin qui avait apporté un livre épais comme ça. Il avait demandé à ses parents, moi je veux un livre épais comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a un cousin de 16 ans qui lit un livre gros comme ça en une nuit. Et lui, il avait mis 1 mois. Mais il avait ce modèle, voilà, ce cousin. Il voulait ressembler à ce cousin, il voulait grandir. Et il a grandi à travers c'est pas un défi, mais à travers ce parcours qu'il a fait avec un livre. Mais son désir, c'était d'abord de grandir et de ressembler à ce modèle de lecteur qu'il avait rencontré. Ça aussi, c'est un point qui est essentiel. Il faut rencontrer des lecteurs autour de soi. Il faut présenter plein de modèles de lecteurs. Pourquoi les garçons décrochent au collège? Parce qu'ils ont peu de modèles masculins de lecteurs. 90% des professeurs de français sont des femmes, 90% des documentalistes sont des femmes, 95% des bibliothécaires pour la jeunesse sont des femmes, etc. etc. Mais oui. Voilà. Non, je voulais juste rebondir en disant que vous parlez de lecteurs, vous parlez pas mal de rencontres. Effectivement, quand on mène des projets autour du livre, on mène des projets autour de rencontres, de discussions,
Nous, on a mené des projets aussi où on s'est retrouvé à lire des albums à des grands aussi, pour leur montrer que c'était pas réservé aux petits. Et que ce qui se disait dans les albums, parfois, pouvait nous toucher en tant qu'adultes. Donc c'est aussi aller... la lecture, c'est compliqué parce que quand on mène des projets, c'est aussi faire appel à un moment à des émotions. Et parfois, c'est les partager avec les autres. Bon, c'est pas forcément évident dans une classe de CFA avec 60 gars, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de garçons. Et ça, on peut y arriver quand le projet il est fait sur la durée. C'est-à-dire qu'on peut installer des rencontres à plusieurs reprises pendant 6 mois et que du coup les personnes se sentent plus à l'aise aussi avec l'intervenant qui est venu. Là c'était un slammer, mais des fois c'était des auteurs, à d'autres moments c'était des illustrateurs. Et voilà, ça me semble assez essentiel. C'est parler de lecture, parler de ce qu'on a ressenti. Moi, quand je vais dans les CFA et dans les lycées professionnels et que je leur dis voilà pourquoi on a mené ce projet, voilà pourquoi on a envie de le mener avec vous, c'est parce que je leur dis voilà, on a envie de partager ça avec vous, on a envie de vous faire reconnaître des textes, les gens qui les ont écrits, pourquoi ils les ont écrits, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Et voilà, c'est aussi ce qu'on a envie de faire. Là, votre gamin qui vous amène le catalogue de pêche, on peut lui conseiller un livre des éditions Gallmeister après, La pêche à la mouche. Tout à fait. Mais auteur, je ne veux pas parler contre les auteurs, dont on a pour chapelle, mais l'important c'est tous les lecteurs. Moi, quand j'étais prof de français, je savais que je n'étais pas efficace comme médiateur de lecteurs. Parce que le fait d'associer la lecture à une discipline, c'était extrêmement limité. Mais quand je demandais à mon collègue de sport de parler de son parcours de lecteur, de son histoire de lecteur, et de présenter toutes ses lectures, c'était 100 fois plus efficace. Parce que ça cassait des images complètes de représentation sur la lecture. Et tout à coup, ah oui, un lecteur, ça peut être ça aussi. Hein, je veux dire, on n'est pas forcément, c'est pas forcément lié à l'orthographe, c'est pas forcément lié à la grammaire, etc., etc. Hein, parce que ça aussi, c'est une des explications de la chute de la lecture au collège. Hein, c'est parce que c'est associé à une discipline. Hein, alors que ça devrait être un projet d'éducation beaucoup plus global. Hein, et il y a par exemple les surveillants, hein, sont des médiateurs formidables. En Allemagne, il y a un projet qui s'appelle Parrain de lecture, où, alors c'est parce que les établissements du secondaire regroupent collèges et lycées. Hein, et des grands de 16-17 ans rencontrent une fois par semaine des plus jeunes de 11-12 ans autour de la lecture. Et on a montré que c'était dynamique pour les préadolescents, mais tout autant pour les adolescents. Mais c'est vrai que c'est l'idéal, hein, c'est que la lecture soit quelque chose de vivant, qui se partage, et pas du tout une obligation et quelque chose de figé. Il faudrait arriver à ça. Et sans doute qu'à l'adolescence, le livre conseillé par un copain ou une copine, on a 1000 fois plus envie de le lire que le livre conseillé par le parent ou peut-être le professeur de lettres. Hein. Il y a quand même des choses qui se font. La lecture, elle vient d'être choisie comme grande cause nationale par le gouvernement pendant 1 an jusqu'à l'été. Bon, ça existait depuis longtemps, mais par exemple, des défis ou des jeux comme les petits champions de la lecture. Moi, ce que je trouve sympa dans cette idée, c'est que c'est pas justement... Enfin, on m'a dit que dans des quartiers, par exemple, où lire, c'est pas quelque chose qui plaît, où le lecteur n'est pas si valorisé, et on a plutôt tendance à dire qu'on joue au foot plutôt que de lire, une manifestation comme celle-là, ça peut aider justement aussi toute une classe à se mettre ensemble, et pas les uns contre les autres, mais aussi à soutenir le candidat qui a été choisi et à faire que la lecture c'est quelque chose qui se dit à haute voix, qui se partage, qui est vivant, qui est sympa.
Non, mais je veux dire, associer la lecture à la compétition, mais c'est abominable. Je veux dire, et on mélange tout là. La lecture comme partage, on n'a pas besoin de compétition pour faire ça. Mazar, je veux dire, lire à haute voix, ça ne demande rien du tout. Hein, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut établir tous les jours, mais sans compétition. Non, mais pour moi, c'est absurde. C'est absurde. Je veux dire, ce matin, ces 2 jours-ci, j'ai fait plein d'ateliers de lecture à haute voix avec les enfants. Ils ont lu entre eux, ils ont échangé, ils se sont écoutés. Je veux dire, mais il n'y avait absolument pas de compétition. Ils ont lu souvent leurs propres textes. Non mais... Ben, je pense à ça parce que c'est aussi une manière de faire émerger cette idée. Mais par exemple, le théâtre, on propose des collections de théâtre à lire et à jouer chez Syros, et on nous dit souvent que quand chacun a son petit livre, son petit texte, c'est aussi intéressant parce que ce n'est pas forcément le bon élève très lecteur qui va briller sur scène. Donc c'est aussi une façon de valoriser autrement d'autres enfants. Voilà. Pas besoin de prix et de compétition et de premier, dernier. Oui, sans doute. Il faut peut-être le voir plus comme un jeu que comme autre chose, et où tout le monde d'ailleurs a ses chances finalement. Pas forcément le meilleur élève le plus studieux qui sera le meilleur pour ça. En tout cas, cette discussion fait une super transition pour la dernière partie que je voulais aborder avec vous, parce qu'on a beaucoup parlé de projets qui sont proposés aux jeunes, aux enfants, donc, par les adultes, par les médiateurs, par les enseignants, par les gens du livre, etc. Mais on voit quand même en France un petit peu émerger, et ça existe ailleurs, et notamment visiblement avec les parrains de lecture en Allemagne, des choses qui se font entre pairs, ou des initiatives qui sont lancées par les jeunes eux-mêmes, et à mon avis, ils sont les mieux placés, à condition qu'on les aide à s'outiller et à mettre en œuvre probablement leur projet. Mais à mon avis, ils sont les mieux à même de savoir ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie de faire, et comment ils ont envie de s'approprier un livre, un texte, rencontrer un auteur, etc. Donc le participatif me semble émerger de plus en plus, et on le voit notamment, alors l'été aussi, dans une perspective un peu différente qui est pas... après ça dépend aussi des initiatives, mais dans le cadre de partir en livre, donc sur le temps de loisirs, où on voit des activités participatives proposées par tout un tas soit de jeunes, soit de vieux comme moi, soit de plus vieux encore, enfin voilà, libraires, enseignants, comme... associations, etc. Et donc, on voit qu'on peut partir, par exemple, des pratiques culturelles des jeunes, du pratique du sport, par exemple, pour y faire entrer du livre, d'une pratique de jeux vidéo, de podcast, de lecture à voix haute, etc. etc. Et donc, je ne sais pas si vous avez pu tester ça, peut-être dans le cadre de Partir en livre, ou d'autres manifestations qui ont lieu en France, ou observer ça à l'étranger, en direct, Bernard Friot, pour vous, peut-être pour vous, je ne sais pas, je ne connais pas vos voyages. Je sais pas, Ou alors Dounia, dans le cadre de la médiathèque, est-ce que des jeunes ont déjà proposé, ou est-ce qu'ils ont déjà été invités à proposer eux-mêmes des projets de valorisation de la lecture et de comment on entre en tant que lecteur en littérature? Ouais. Non, pas enfin, personne n'est venu nous proposer. On n'a pas de club de lecteurs sur la médiathèque de Blanquefort, donc on n'a pas ce genre de propositions qui peuvent venir de leur part. Pour l'instant, on a toujours, nous, proposé des choses. Après, je pense que pour certains, sur les réseaux, ils trouvent des prescripteurs et ils vont chercher les livres qu'ils leur ont conseillés. Ça, nous, on a le retour s'ils viennent les chercher à la médiathèque. Mais il y aurait, oui, forcément des choses à faire. Vous m'avez parlé en Allemagne d'un festival En Italie, il y a un salon du livre qui s'appelle Mare di Libri, qui est organisé par des adolescents. Alors, au départ, c'était des libraires qui ont lancé ça avec un groupe d'adolescents de 12 à 18 ans. Et l'année dernière, voilà, ils ont grandi. Hein, les adolescents de 18 ans, ils ont 28 ans ou 29 ans. Et c'est eux maintenant qui le gèrent.
C'est une super idée. Voilà. Et par exemple, j'ai rencontré dans une petite bibliothèque de Bretagne, animée par des bénévoles. Ils ont créé un groupe d'adolescents, et ce groupe d'adolescents a son budget et gère son budget. Donc je sais qu'il y a des bibliothèques à Montreuil, il me semble, ils ont créé aussi, ils ont associé un groupe d'adolescents à l'achat des livres. Donc je crois qu'il y a moi je le faisais quand j'étais enseignant, je dégageais des budgets et on allait chercher 400 livres à la bibliothèque, et dans ces 400 livres, on avait pendant 6 mois, les gamins ils sélectionnaient 30 ou 40 livres, ce qu'on pouvait acheter avec l'argent. Et donc ça leur donnait une vraie responsabilité. Je pense que ça c'est extrêmement important si on veut faire des lecteurs autonomes, parce que très souvent, j'allais dire, on fait de la lecture en béquille, c'est-à-dire voilà, on apporte les livres, on dit voilà, on fait telle activité, mais les livres ont déjà été choisis, etc. Et ça aide pas les gamins à devenir des lecteurs autonomes, parce que par exemple, la plus grande difficulté, c'est trouver le livre qui nous convient. Et ça, pour choisir un livre, c'est extrêmement complexe en fait. Nous-mêmes, on le sait quand on aborde un genre qu'on ne connaît pas, hein, si on n'a pas des conseillers, si on n'a pas établi une relation personnelle, par exemple avec une bibliothécaire ou avec un ami qui est expert de ce genre, on ne s'y retrouve pas, moi ça m'est arrivé d'aller dans certaines bibliothèques spécialisées et de ressortir sans avoir acheté un livre parce que je n'ai pas les points de repère dans un genre déterminé. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui sont à mon avis fondamentales. Comment aider tous les lecteurs à trouver les livres qui leur conviennent. Avec les adolescents, c'est d'autant plus difficile que ce qui les intéresse à 15 ans ne les intéressera peut-être pas à 16 ans. Donc on est obligé de les accompagner et de créer des réseaux. L'important, je crois, c'est ce terme qu'on emploie beaucoup en Italie de communauté de lecteurs. Je pense que c'est qu'on ne lit pas seul, on lit avec d'autres. Au sens où, parce qu'on est accompagné par d'autres, parce que, voilà. Donc, quand vous faites ce travail régulier avec une classe, le lien, vous n'êtes plus une bibliothécaire, vous êtes Dounia, et oui, la bibliothécaire, mais la bibliothécaire, Dounia, la bibliothécaire, la personne qu'on identifie, avec laquelle on a établi un échange. J'essaie de les prendre au berceau. J'essaie de les prendre au berceau. J'ai commencé en PMI et après je les retrouve des fois, ils reviennent me voir et je démarre tout. Mais je crois que c'est important aussi de donner aux enfants, aux adolescents, le droit de ne pas aimer un livre et de le dire, y compris un chef-d'œuvre, un classique, un truc que tout le monde est censé aimer, parce que finalement, on a un peu cette épée de Damoclès, il faut apprendre à lire, il faut lire ça et ça qui sont des titres très connus, il faut les aimer, on n'a plus vraiment le choix. Et je crois que être dans cet échange, argumenter, dire pourquoi et dire que non, on n'a pas aimé, vraiment on a le droit. Moi, j'avais fait quelques interventions en Suisse romande à un moment donné dans des classes de l'école primaire et dans des collèges. D'abord, j'avais été frappée par le fait que tous les enfants, en entrant en classe, venaient serrer la main de l'enseignant et de l'adulte qui était là. Donc moi, en l'occurrence, en regardant dans les yeux, vraiment comme d'égal à égal. Et ça, je trouvais que c'était un bon départ, en fait, pour un cours. Et ils avaient, pour plusieurs, eu un choix de lecture parmi des livres de Syros, et ils devaient désigner un coup de cœur et un coup de gueule. Voilà, et donc ils avaient tous le livre qu'ils avaient aimé, le livre qu'ils n'avaient pas aimé, ils savaient dire pourquoi. Alors après, face à l'éditeur, c'était un peu dur. Finalement, il y avait beaucoup de coups de cœur, quoi. Ils n'osaient plus trop dire quels étaient leurs coups de gueule. Et en fait, je les ai incités à ça, d'autant plus que moi, je ne suis pas l'auteur, donc j'ai pas tout à fait la même implication, même si j'ai envie de le défendre et que je les aime, tous ces livres. Mais voilà, un éditeur, c'est aussi quelqu'un qui analyse un texte, qui a envie d'en parler, qui réfléchit, se demande si ça fonctionne ou pas et pourquoi. Et donc cet échange, finalement, il avait été vraiment, vraiment super. Alors j'ai juste une dernière question pour vous Stéphanie, puisque Bernard et Dounia ont déjà un peu répondu donc sur l'importance des communautés de lecteurs. Je pense aux réseaux sociaux notamment qui sont beaucoup utilisés par les jeunes adultes ou par les ados. Et
c'est sur ces réseaux beaucoup que sont prescrits les livres entre pairs. Donc ils viennent vous le dire à la bibliothèque visiblement, mais alors vous en tant qu'éditrice, est-ce que vous avez des pratiques pour essayer d'exister justement dans ces communautés de lecteurs, travailler avec des youtubeurs littéraires, des booktubers, je sais plus, il y en a trop de plateformes, mais bon, des gens qui s'expriment sur les plateformes en tant que nouveaux prescripteurs et qui ont quasiment l'âge des lecteurs visés, quoi. Ben oui, effectivement, on a des gens qui nous suivent, qui nous lisent. Après, je suis très très loin, moi, d'être spécialiste de ça, donc de pouvoir vous en parler très finement, ce ne sera pas possible. Mais oui, effectivement, je sais qu'il y a des booktubeurs qui s'intéressent particulièrement à Cyrose, qui lisent toutes nos nouvelles parutions en avance, qui les chroniquent, etc. Je ne vais pas vraiment vous en dire plus. D'accord. Merci en tout cas à tous les trois. Je vais passer mon micro à qui souhaiterait poser une question, à l'un, à deux, à trois de nos invités. Ouais, j'arrive. On a 10 petites minutes de questions, donc si vous en avez, ne soyez pas timides. Bonjour à tous, donc je me présente Gwendoline Laurent. Je suis éditrice freelance et j'étais aussi assistante d'édition chez Tizier Jeunesse. Et j'aimerais qu'on parle peut-être aussi des supports aujourd'hui qui sont possibles pour désacraliser le livre et aussi amener notamment les jeunes à lire. Je pense notamment à la fois tout ce qui est, vous avez parlé notamment de lecture à voix haute, ce qui est très intéressant parce qu'il y a des auteurs-autrices comme par exemple Clémentine Beauvais qui avait fait beaucoup de rencontres dans des écoles, qui jouait notamment sur la lecture à voix haute et qui démontrait les bénéfices de cette action, que ce soit pour stimuler l'imagination des lecteurs ou faciliter la compréhension d'un texte. Donc il peut y avoir aussi, je pense, tous les supports, livres audio ou les livres dont vous êtes le héros ou encore, qu'est-ce que j'avais noté, tout ce qui est, oui, je trouve qu'en ce moment aussi il y a beaucoup de phénomènes d'intermédialité entre les différents genres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de romans jeunesse qui sont adaptés en bande dessinée, que ce soit des classiques comme Miss Charity ou les romans de Pierre Bottero. Et je trouve aussi que ça peut être un très bon intermédiaire pour inciter notamment des non-lecteurs à se lancer dans la lecture de romans. Donc je voulais avoir votre avis sur la question. Voilà. Je voudrais rapidement intervenir sur les audiolivres et toute la lecture à haute voix. Mais d'abord, la première chose, il ne faut pas les considérer comme des substituts à la lecture. Alors, il est vrai que ça commence à se développer en France. Alors, comparé à d'autres pays, on est encore très en retard. 13% des livres vendus au Danemark sont des livres audio. En France, on n'est pas encore à 1%. Et on a encore cette image que c'est écouter des audiolivres, c'est un substitut à la lecture, c'est parce qu'on est empêché à la lecture. Les plus grands consommateurs, acheteurs de livres audio, dans les pays du Nord, c'est les 20-35 ans. Ça donne une idée complètement différente de la lecture. Après, encore voilà, il faut sortir, même à l'école, on parle de la lecture à haute voix comme de lecture offerte, c'est-à-dire comme un moment récréatif. Or, c'est un moment d'apprentissage. J'entraîne la compréhension à la lecture quand j'écoute un texte. En Allemagne, une rencontre pour auteurs, ça s'appelle une lecture d'auteur, Autorenlesung, parce que c'est essentiellement 3/4 d'heure de lecture et 1/4 d'heure d'échange. Donc vraiment, c'est une question culturelle. Il faut absolument considérer le fait d'écouter un texte comme un mode de lecture complémentaire de la lecture visuelle simple. Moi, c'est ce que j'appelle lire avec les oreilles. Et c'est aussi un mode d'approche littéraire
Vous allez percevoir le texte d'une manière différente. Donc ce n'est pas une sous-lecture, c'est une autre lecture. Mais c'est vraiment l'égal de la lecture individuelle et visuelle. Et puis il y a ce côté aussi collectif, comme vous le disiez, partager une émotion. Moi, j'ai vécu en Allemagne, il m'est arrivé souvent de payer une place pour aller écouter une lecture dans un théâtre, et quand vous êtes au milieu de 500 personnes, vous ne ressentez pas le texte de la même manière parce que vous partagez les émotions de 500 personnes. Donc il y a encore énormément à faire, c'est-à-dire qu'il y a toute cette possibilité de gagner à la lecture beaucoup plus de lecteurs. Effectivement, je pense que c'est une autre façon d'avoir accès au texte. Ça peut être très agréable quand on écoute un roman en audio dans son casque, comme si on vous chuchotait comme ça une histoire à l'oreille, parce que quand on est adulte, ça arrive plus si souvent qu'on nous lise des histoires. Et puis pour autant, c'est toujours la même question, à partir des mots, de se représenter ce qu'il y a dans l'histoire. Et donc il y a cette même fonction en fait imageante de l'histoire, qu'on l'écoute comme ça en audio ou qu'on la lise. Alors nous en bibliothèque, les livres audio quand même, l'emprunt se fait de plus en plus, il y en a de plus en plus. Alors évidemment, il faut accrocher à la personne qui lit aussi, parce que quand même la lecture à voix, c'est pas un exercice facile du tout. Alors forcément quand c'est Gaël Faye qui lit Petit Pays, des fois ça passe mieux que d'autres moments où c'est assez bloquant. Et par rapport aux différents supports, c'est plutôt des adultes. Mais par rapport aux différents supports, c'est vrai qu'on doit y être attentif, nous. Alors on a des livres numériques, par exemple, principalement des nouveautés, des choses qui sortent aujourd'hui, pas que ce qui est tombé dans le domaine public, quoi. Et il faut aussi qu'on soit un peu vigilant. Vous parliez des bandes dessinées jeunesse, effectivement, des adaptations, il y en a plein, là, c'est impressionnant. Suzy Morgenstern, des choses comme ça, effectivement, Manika Ferjouk, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Le lien se fait pas tout le temps, et il ne faut pas tout le temps chercher à le faire non plus. Enfin, parfois ça ne fonctionne pas, le lecteur de l'enfant, il va lire la bande dessinée, il n'aura pas du tout envie d'aller lire le roman Les Quatre Sœurs ou des choses comme ça. C'est pas forcément, le lien se fait pas forcément. Il ne faut pas chercher forcément à le faire, je crois. Si ça vient, ça viendra. Mais on peut lui dire qu'effectivement c'est l'adaptation d'un roman. Voilà, ça peut passer comme ça peut ressortir directement. Et ensuite, il y a aussi tous ces livres qui sont écrits sur les plateformes type Wattpad, des choses comme ça, qui des fois sortent en bouquin, qui finissent par sortir en livre. Ça, c'est marrant aussi quand même, de se dire que finalement, alors que ce qui a été choisi, c'est pas l'objet livre, et c'est un objet, c'est du numérique ou c'est du Wattpad, finalement, ça finit par sortir en livre. Et nous, on les achète, comme... il y en a un qui s'appelle 10 000 livres, voilà. Ça a beaucoup de succès, par exemple, c'est énormément sorti, on l'a acheté. Et ça aussi, on a tout intérêt en bibliothèque à être assez vigilant à tous ces livres qui sortent et qui sont d'abord parus sur Wattpad, et voir un petit peu comment on peut aller les chercher, comment on peut les connaître et comment on peut savoir qu'ils sont sortis en livre. Parce que nous, par contre, après, diriger les lecteurs, on peut en parlant aussi dans la médiation, quand on discute avec eux. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on ne doit pas laisser de côté et qui ne sont pas forcément faciles tout le temps à savoir. Et là, c'est un conseil qui peut venir du lecteur vers vous, justement. Voilà, tout l'intérêt là, de l'échange, et voilà. Et bon, pour l'échange, il faut qu'ils viennent. Alors je note quand même que le titre que vous avez cité a été écrit par quelqu'un qui est passé par l'IUT Métier du Livre de Bordeaux. Une question autre par rapport aux enfants porteurs de handicap. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui en bibliothèque, en édition, pour inclure ces enfants-là à la lecture dès leur plus jeune âge, que ce soit un handicap visuel, auditif, moteur, etc.
Alors il y a pas mal de livres qui sortent sur des collections 10. Il y a... Comment? Ouais. Alors pour des aveugles, il y en a aussi. Il y a Les Doigts qui rêvent notamment, qui font des ouvrages qui ont un certain coût. Il y a des questions de budget aussi. Et je sais plus par rapport. Et en fait, il y a pas mal de bibliothèques qui créent des espaces aussi qui s'appellent Faciles à lire. Et c'est pas que pour des personnes en difficulté, mais c'est aussi pour interpeller les personnes qui viennent en médiathèque pour dire voilà, vous allez aussi trouver des choses pour vous dans ce lieu. Si vous n'avez pas trouvé que Madame Bovary, il y a plein de choses qu'on achète et qui sont pour tout type de lecteurs, pour des lecteurs qui ne s'attendent pas à trouver quelque chose. Et souvent dans ces dispositifs-là, il y a aussi ce genre d'ouvrage. Voilà, je ne sais pas si vous en faites. Avec la difficulté, c'est de ne pas estampiller définitivement un enfant sur son handicap. Je veux dire, moi quand j'étais jeune enseignant, je ne savais pas ce que c'était que les dyslexiques. Il y en avait, mais ils avaient des difficultés de lecture, on trouvait des solutions. Maintenant, ils sont estampillés dyslexiques, dysgraphiques, dysorthographiques, dyspraxiques, machin, très tôt. Et c'est une étiquette qui peut être enfermante. Bizarrement, on ne met pas d'étiquette positive. Il n'y a pas l'étiquette coopératif, créatif, etc., etc. Et le même enfant, il peut être dyslexique et créatif. Alors, c'est important qu'ils existent, ces collections, pour enfants qui ont des difficultés de lecture, mais c'est important de trouver le moyen de ne pas enfermer les gamins là-dedans. C'est-à-dire, les bibliothécaires, elles savent qu'elles peuvent trouver des livres pour ces enfants-là en dehors des collections qui leur sont destinées. Je veux dire, il y a beaucoup de livres. Je ne sais pas, vous lisez La potion magique de Georges Bouillon, je pense à ce livre-là. Pour moi, c'était un livre magique, on peut le dire, parce que ça faisait démarrer n'importe quel lecteur, c'est-à-dire en difficulté. Après, j'imagine que des bibliothèques qui ont dans leur territoire des centres, des lieux qui accueillent des enfants soucis, proposent des choses. Enfin, il faut aussi que... Voilà. Nous, à Blanquefort, on a travaillé pas mal avec l'hôpital de jour. Donc ils venaient sur des temps à la médiathèque, ils étaient accueillis par une bibliothécaire. Chez Céros, vous proposez des collections ou des adaptations de certains titres pour des lecteurs qui sont empêchés par un handicap ou Mais on s'est ouvert effectivement, on a lancé quelques collections 10, c'est quand même estampillé comme ça. Il y a pas mal de demandes, donc on a commencé par les livres qui sont le plus souvent étudiés en classe, Les Doigts rouges de Marc Villard, que tous les enfants de France connaissent, voilà. Mais on essaie plutôt de rattraper notre retard, et je pense que le livre, l'e-book aussi, le livre numérique parfois peut aider, puisqu'on peut adapter sa police, la taille du caractère, etc. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question, si je ne vous vois pas très bien, donc n'hésitez pas à lever la main bien en haut. Non, je ne vois pas de main. Bon. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous les trois pour votre attention.